Le président de la République, président de l'Union africaine, de retour à Nouakchott après avoir participé à Rio de Janeiro au 19e sommet du G20. Le président de la République, président de l'Union africaine, salue dans son discours au sommet du G20 l'adoption de l'Union africaine en tant que membre permanent du groupe. Le Premier ministre rencontre les présidents des partis de la majorité soutenant le président de la République et assure les participants à la réunion que la volonté du gouvernement est de poursuivre ce type de rencontre. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani et sa délégation ont regagné Nouakchott ce matin en provenance de Rio de Janeiro au Brésil, après avoir participé au 19e sommet du groupe des 20, le G20. Le chef de l'État a été salué à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi par le Premier ministre, M. Mokhtar El-Diaye, entouré du secrétaire général de la présidence de la République, de certains membres du gouvernement, ainsi que d'autres personnalités de l'État. Au G20, le président de la République a prononcé un discours en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine dans lequel il a d'abord considéré que l'adoption de l'Union africaine en tant que membre permanent du G20 est une étape stratégique importante pour soutenir la concertation mondiale. Il a ensuite dit apprécier hautement que la présidence brésilienne ait fait de la question de la pauvreté et de la faim un thème central de leur sommet, saluant au passage l'initiative de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, qui constitue, a-t-il dit, une mesure concrète importante pour relever les défis associés à ces deux phénomènes répandus dans le monde. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Dans ce discours, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a exprimé en son nom et en nom de ses collègues dirigeants africains ses sincères remerciements à son Excellence M. Lula da Silva et à tous les membres du G20 pour avoir adopté à l'unanimité l'Union africaine en tant que membre permanent du G20 afin de promouvoir une gouvernance internationale inclusive. Il a rappelé qu'avec 55 pays et 1,4 milliard d'habitants, l'Union africaine est une région dont la représentation est une étape stratégique pour soutenir la concertation mondiale. Il a en outre apprécié hautement la présidence brésilienne qui a fait de la question de la pauvreté et de la faim un thème central du sommet et il a salué l'initiative de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté qui constitue une mesure concrète importante pour relever les défis associés à ces deux phénomènes répandus dans le monde. Dans le même registre, le président de la République, président de l'Union africaine, a déclaré que l'état de la sécurité alimentaire dans le monde est alarmant, la pauvreté aiguë s'accroissant pour la première fois depuis des décennies et le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde augmentant de plus de 152 millions depuis 2019. Et il a indiqué que le continent africain est le plus touché par la pauvreté et la faim dans le monde, avec une personne sur 5 vivant dans des conditions de sous-alimentation et plus de 300 millions d'Africains devraient être chroniquement sous-alimentés d'ici 2030 si aucune mesure n'est prise. Le discours fait également ressortir que la situation alimentaire difficile de l'Afrique est due à de nombreux facteurs interdépendants, notamment les déséquilibres économiques et la fragilité ainsi que les profondes disparités sociales qui en résultent, les conflits armés, l'instabilité politique, la croissance démographique rapide et les effets du changement climatique, notamment les sécheresses, les inondations et une production agricole insuffisante. Il a indiqué que l'Union africaine est convaincue que la lutte contre la faim et la pauvreté n'est efficiente que si elle est collective. Grâce à une coopération internationale efficace et à des partenariats
multilatéraux, l'Union africaine peut promouvoir l'agriculture durable, les systèmes de protection sociale, l'éducation, les investissements dans les infrastructures et l'adaptation au climat d'une manière qui influencera positivement et fortement le rythme de progrès vers la réalisation de l'ODD 1. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a souligné dans son discours les efforts de l'Union africaine pour encourager les partenariats continentaux et internationaux et de mettre en œuvre des réformes qui donnent la priorité à la lutte contre la pauvreté et la faim sur l'ensemble du continent. Dans ce cadre, il a indiqué que l'Union africaine a élaboré une stratégie globale pour le programme de développement de l'agriculture africaine pour la période 2026-2035. Il a également préparé la déclaration complémentaire de Kampala qui sera adoptée lors de l'Assemblée extraordinaire de janvier. Cet événement servira à sensibiliser davantage l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Il a terminé son discours en déclarant que l'Union africaine est prête à coopérer avec la présidence brésilienne et tous les membres du G20 pour activer l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté et confirmer qu'elle est disposée à établir un bureau régional africain en tant que centre de promotion de cet effort mondial. Et en marge du sommet, le président de la République, président de l'Union africaine, a rencontré certains de ses homologues, et notamment le président brésilien Lula da Silva, avec lequel il s'est entretenu sur les voies et moyens permettant de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines et d'intensifier la coordination, en plus des sujets relatifs au développement actuel sur la scène régionale et internationale, ainsi que des relations brésilo-africaines et des perspectives de coopération avec l'Union africaine. Son Excellence, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, s'est par ailleurs entretenu avec M. Bolo Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer leurs relations bilatérales dans divers domaines, mais aussi d'autres sujets portant sur l'intensification de la coordination ainsi que l'examen des développements actuels au niveau régional et international. Le président nigérien a exprimé son appréciation des efforts déployés par le président de la République durant sa présidence tournante de l'Union africaine pour développer l'Afrique et renforcer sa forte présence au niveau international. Les relations bilatérales entre notre pays et la Colombie et d'autres sujets d'intérêt commun étaient également au centre de l'entretien que le président de la République et le président de l'Union africaine a eu avec son homologue colombien Gustavo Petro. Le président de la République et président de l'Union africaine a aussi eu une entrevue avec Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, centré sur le renforcement de la coopération entre notre pays et l'OMS, ainsi que sur les moyens de développer la coordination avec le partenariat avec l'Union africaine. Enfin, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine a rencontré son Altesse Cheikh Khalid Ben Mohammed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi. Au menu de leur entretien, le renforcement des relations bilatérales et leur développement dans divers domaines, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun.
Je vous l'annonçais également dans les titres, le Premier ministre, M. Mokhtar El-Diaye, a rencontré ce mardi les présidents des partis de la majorité soutenant son Excellence M. le Président de la République. La réunion a été consacrée à un échange de vues sur les moyens de renforcer les mécanismes de coordination et de concertation entre le gouvernement et ses partis sur les grandes questions nationales et la nécessité d'une action commune pour répondre aux aspirations des citoyens, notamment en ce qui concerne le renforcement de la cohésion nationale, la consolidation de la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'assainissement du climat politique dans le pays. Le Premier ministre a assuré les participants à la réunion que la volonté du gouvernement est de poursuivre ce type de rencontre afin d'échanger des informations et d'établir une plus grande coordination et concertation au sein de la majorité présidentielle. L'actualité parlementaire marquée ce jour par l'adoption du projet de loi portant sur le contenu local dans le secteur des industries extractives et l'énergie. Dans sa défense de ce projet de loi, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed El-Khaled, qui entre autres objectifs à encadrer les efforts visant à développer le contenu local dans les industries extractives et les énergies renouvelables. C'est un récit d'Amina Takan. Le projet de loi concernant le contenu local dans les industries extractives a été adopté au cours de cette séance plénière tenue sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Ahmedou Mahfouz Mbal. L'occasion pour les députés de monter au créneau et de saluer au cours de leurs interventions le projet de loi et son importance dans le développement de l'économie nationale, soulignant le retard dans la présentation de l'actuel projet de loi par rapport à certains pays voisins qui ont adopté des textes similaires il y a des années. Les représentants du peuple ont souligné qu'une fourniture excessive de facilités aux investisseurs étrangers peut réduire leur retour sur le développement économique et social, ce qui doit être corrigé par les textes juridiques en obligeant les entreprises étrangères à contribuer au développement du contenu local et à limiter les effets négatifs résultant de leur activité. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Ould Hafid, avait auparavant pris la parole, soulignant que le projet de loi vient en appui aux objectifs de la stratégie de contenu local dans les secteurs extractifs pour la période allant de 2022 à 2030, approuvée depuis juillet 2022, notant que le projet de loi vise également à encadrer les efforts pour développer le contenu local dans les projets d'industrie extractive et d'énergie renouvelable et à concentrer les dépenses sur l'industrie locale et son développement qui stimule l'emploi et crée des pôles économiques. Il a ajouté que le nouveau texte constitue une contribution à la réalisation des objectifs sociaux et économiques de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée ainsi qu'aux cadres stratégiques continentaux et internationaux. Le ministre a également saisi l'opportunité pour démontrer le rôle important joué par les industries en tout ce qui concerne l'économie, mais également les énergies renouvelables et fossiles, indiquant que ce projet de loi va jeter les bases pour l'émergence d'une économie nouvelle grâce aux énergies renouvelables en prenant en compte les mesures qui garantiront la protection de notre environnement. Plusieurs mosquées sont en voie d'être réhabilitées à Nouakchott et dans nombre des wilayas. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a donné ce jour le coup d'envoi de cette opération à partir de la mosquée d'Ali Ben Omar dans la Muqata'a de Riyad. Outre cette opération de rénovation, le département va entreprendre un recensement global des mosquées et des mahadras afin de disposer d'une banque de données. C'est un compte rendu de Mohamed Khattab.
Il s'agit d'une opération d'entretien et de restauration d'un ensemble de mosquées dans plusieurs wilayas du pays, dont celle de Nouakchott, que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya Ould Cheikh Ould Mrabout, a supervisé aujourd'hui à partir de la mosquée Ali Ben Omar à Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud. De même que l'opération comprend le lancement de la première phase du recensement général des mosquées et l'adoption d'un système de base de données pour les gérer. L'occasion pour le ministre, qui a visité les lieux et écouté les explications détaillées relatives à la rénovation des mosquées, de souligner que les investissements dans la restauration, l'entretien et la construction des mosquées visent à fournir des conditions appropriées pour l'établissement du culte et des rituels religieux, insistant sur l'importance de maintenir la propriété des mosquées, qui reste, dit-il, un grand défi, surtout pour les grandes villes, connaissant un boom démographique accompagné d'un agrandissement urbain vertical. D'où le lancement d'une vaste campagne sous le slogan « La propriété de la mosquée avant celle de la maison », en étroite collaboration avec les autorités administratives, les communes, la société civile et les populations. Ces activités, dit-il, s'inscrivent dans le cadre des 100 jours du gouvernement qui coïncident avec le 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Pour sa part, le président de l'Union nationale des imams de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould Mohhoud, a salué les efforts déployés au profit des mosquées et des sanctuaires, indiquant son souhait de plus de réalisations dans ce domaine. Lui succédant, le maire adjoint de la municipalité de Riyad, M. Abdoul Boibat, a loué les soins apportés par le ministère aux mosquées et aux lieux de prière au niveau municipal, exprimant la volonté de la commune de contribuer activement à ces efforts. Enfin, l'imam de la mosquée, M. Mohamed El Mehdi Ould Tourad, a apprécié au nom des fidèles cette opération de rénovation de la mosquée Ali Ben Omar et les efforts des pouvoirs publics soutenant les lieux de culte de prière. Au ministère du Commerce et du Tourisme, l'heure est à la vérification des prix des denrées alimentaires convenus et annoncés officiellement par le ministère et l'affichage des listes de ces prix dans les commerces. Pour s'en convaincre, le département a lancé une campagne de contrôle des prix au niveau des marchés de Nouakchott, supervisée par la ministre Bokar Baylaba. L'objectif de la campagne est de sensibiliser les commerçants sur la nécessité de respecter les prix des denrées alimentaires convenus et annoncés officiellement par le ministère et d'afficher les listes de prix des articles de consommation de base sur les façades des différents magasins. Pour mener à bien cette opération, des comités centraux et régionaux ont été formés pour coordonner l'opération pour laquelle 12 équipes mobiles équipées ont été affectées aux 3 wilayas de Nouakchott, en coordination avec le département de la protection du consommateur, les autorités administratives et sécuritaires et les groupes locaux. Pour la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Ahmedna, le lancement de la campagne de contrôle des prix dans les différents quartiers de Nouakchott permettra de lutter contre la fraude et la cherté de la vie, contrôler et réguler les marchés et protéger les consommateurs. Elle a souligné les efforts déployés par le gouvernement en partenariat avec les principaux acteurs du marché national pour contrôler les prix des produits de base et des produits alimentaires et leur disponibilité sur les marchés. La ministre du Commerce et du Tourisme a appelé les citoyens à répondre à la campagne, soulignant leur rôle efficace en tant que partenaire important dans ce domaine. À noter que les équipes de contrôle afficheront les listes des prix de produits de première nécessité, dont le poisson et le gaz, sur les devantures de magasins, et veilleront à la validité des articles de consommation et aux conditions d'affichage, car il est interdit de mélanger les produits alimentaires avec des substances nocives pour la santé. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé aujourd'hui un atelier de formation au cours de laquelle l'approche Kaizen a été présentée. Le concept de Kaizen, qui est un terme japonais, est une approche pour l'ensemble de l'entreprise qui exige la participation de chaque personne d'une entreprise, des propriétaires et des gestionnaires, aux membres du personnel et aux fournisseuses et fournisseurs. Le département de l'économie entend faire sienne cette méthode pour renforcer le développement industriel et promouvoir les ressources humaines compétitives. Aminata Khan. Présentation de l'approche Kaizen dans le but d'améliorer les pratiques liées au changement pour promouvoir le développement industriel et la transformation structurelle de l'économie en Afrique.
C'est dans ce cadre que le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Yaqoub Ahmed Aïcha, est revenu dans son discours sur le principe adopté par Kaizen qui se caractérise par son efficacité en assurant une amélioration continue. Il a indiqué que cet atelier encourage chacun à utiliser cette approche et à s'engager dans la dynamique de son progrès en identifiant les moyens d'améliorer les opérations, de réduire les risques et d'augmenter l'efficacité dans la mesure du possible. Il a souligné dans ce sillage que notre pays est aujourd'hui confronté à de grands défis en termes de productivité, d'efficacité et de compétitivité, notant que cette approche constitue une opportunité pour changer la donne. Il a précisé que l'objectif de cet atelier de présentation des principes de base de l'approche Kaizen a pour but de donner des outils concrets pour les appliquer à travers des ateliers et des discussions pratiques. L'ambassadeur du Japon, accrédité dans notre pays, a salué la profondeur des relations de coopération liant notre pays au Japon, notant que son pays apporte beaucoup de soutien pour contribuer au renforcement du développement économique en Afrique et plus particulièrement dans notre pays. Le directeur de l'appui à la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, secrétaire général de la Chambre de commerce par intérim, a indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative africaine Kaizen pour améliorer la qualité et la compétitivité des institutions africaines et soutenir les capacités de gestion et d'accès aux institutions financières conduisant à une promotion industrielle durable. Le projet d'approvisionnement de la ville de Kifa en eau potable à partir du fleuve Sénégal faisait ce jour l'objet d'un atelier destiné à discuter de ces différents aspects. Ce projet est l'un des plus importants sur lequel travaille le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et est conçu pour être une solution globale et durable à la pénurie d'eau dans la région. Mohamed Khattab. C'est un atelier technique sur le projet d'alimentation de la ville de Kifa en eau potable à partir du fleuve Sénégal. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mokhtar Ould-Hamda, de souligner que ce projet stratégique est la pierre angulaire des planifications du département pour répondre aux besoins des populations en eau potable dans la ville de Kifa et des villes environnantes entre elles et la localité de Bouraï. C'est donc l'un des projets nationaux les plus importants sur lesquels le ministère travaille actuellement. Et il a été conçu, dit-il, pour résoudre le problème de l'insuffisance de l'eau potable dans la zone grâce à la mise en place d'une infrastructure intégrée qui comprend la prise de l'eau en béton armé sur le fleuve du Sénégal, une usine de traitement d'eau d'une capacité de 50 000 mètres cubes par jour, équipée de dernières technologies pour garantir la qualité et la sécurité de l'eau, ainsi que des stations de pompage et des réseaux de distribution de l'eau vers les zones bénéficiaires et le raccordement des centrales de traitement et d'approvisionnement avec les sources d'électricité et des groupes électriques pour éviter les coupures. De son côté, le chef du département des infrastructures sociales à la Banque mondiale, M. Grégoire Diouf, a indiqué: l'événement qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale. Il s'inscrit en effet dans le cadre de la mise en œuvre des efforts du gouvernement de la Mauritanie à renforcer l'accès en eau potable des populations rurales et urbaines et d'atteindre l'objectif de l'accès en eau potable pour tous fixé par la communauté internationale. La Banque islamique de développement vous marquait de façon solennelle son engagement en étroite collaboration avec le gouvernement de la Mauritanie et les autres partenaires à soutenir la mise en œuvre de cet important projet que nous lançons aujourd'hui. L'atelier a été l'occasion de suivre des présentations et exposer sur le projet, son état global et son avancement. Journée nationale de sensibilisation sur le programme Erasmus. Elle a eu lieu aujourd'hui à la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Nouakchott en collaboration avec l'Union européenne. Le programme Erasmus, qui représente le cadre de l'Union européenne pour la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'encadrement, offre l'opportunité aux établissements d'enseignement supérieur d'accéder aux informations supplémentaires sur les programmes et les invitations lancées dans le cadre de la nouvelle stratégie de coopération Memounalo. C'est une occasion pour la délégation de l'Union européenne en Mauritanie de faire le point sur les résultats du partenariat existant dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l'occasion de cette journée nationale de sensibilisation sur le programme Erasmus, qui est une intervention phare de l'Union européenne en matière d'enseignement supérieur.
À cette occasion, Ali Mohamed Salem El-Boukhari, recteur de l'Université de Nouakchott, a, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, souligné l'importance de ce forum, qui contribuera à l'amélioration de l'expertise dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'encadrement. Ajoutons que ce programme est le fruit du partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne en matière d'enseignement supérieur et de formation continue, ce qui se répercutera positivement sur le niveau des professeurs et des étudiants. Et il souhaiterait que ce partenariat soit renforcé. Et si j'ai un vœu, c'est de demander à l'Union européenne, à la délégation, de nous aider par tous les canaux possibles d'établir des liens entre les universités en Europe et notre université et nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour profiter pleinement de cette opportunité qu'offre l'Erasmus+, le programme. Pour sa part, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence Joaquin Tasso Villalonga, a exprimé son grand plaisir d'assister à la 2e édition de la Journée nationale d'information sur le programme Erasmus. C'est pour moi un très grand plaisir de participer de cette 2e édition de la Journée nationale d'information sur le programme Erasmus+. Le programme Erasmus+ est une intervention phare de l'Union européenne en matière d'enseignement supérieur. Il a été créé par la Commission européenne en 1987. Au départ, limité à l'Europe, et au fur et à mesure, Erasmus s'est agrandi et étendu au reste du monde pour devenir un programme très complet comme l'actuel Erasmus+, qui nous occupe aujourd'hui. Erasmus+ couvre la période 2021-2027 pour soutenir l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il offre de nombreuses opportunités aux étudiants, aux enseignants et membres d'établissements d'enseignement supérieur du monde entier. Le budget a considérablement augmenté en comparaison de la période antérieure, passant de 8,4 milliards d'euros à 2,2 milliards d'euros, avec une claire priorité sur l'Afrique subsaharienne. 104 Mauritaniens ont déjà bénéficié de ce programme. Pour l'année en cours, de nombreux étudiants mauritaniens ont été déjà sélectionnés pour en bénéficier, selon les partenaires. Toutes les communes de Nouakchott planchent présentement sur le projet de modernisation de la capitale annoncé récemment. Le projet était à l'ordre du jour de 2 réunions dans les communes du Ksar et Tayaret, au cours desquelles l'accent a été mis sur les priorités pour les 2 communes et les moyens permettant d'aplanir tous les obstacles qui peuvent s'ériguer devant la réalisation du projet. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. C'est au tour de la commune d'Iksar d'abriter la rencontre de sensibilisation et d'orientation sur le programme d'urgence pour le développement et la modernisation de la ville de Nouakchott. Au cours de cette réunion, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbi Rabbou Ben Abedine, a déclaré que la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des orientations et suivis des hautes autorités du pays pour compléter, dit-il, les projets de développement déjà réalisés et d'autres en cours d'exécution. Il a ajouté que cette programmation répond aux aspirations et doléances des habitants des différents quartiers de Muqata'a de Nouakchott-Ouest et d'Iksar. De son côté, le maire de la commune d'Iksar, M. Mohamed Saleh Omar, dans son intervention, a souligné l'importance qu'accordent les autorités administratives aux habitants de sa municipalité. Il a noté que le projet de développement et de la modernisation de la ville de Nouakchott va, sans nul doute, résoudre les problèmes auxquels font face les différentes communes de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Les représentants des secteurs concernés par le programme d'urgence et de la modernisation de la ville de Nouakchott, Oksar, ont présenté les grands axes de ce programme, notamment dans le domaine de l'hydraulique, de l'équipement et des transports, de l'électricité, de l'éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement. À Tayaret, c'est au tour de Nouakchott Nord d'abriter la même rencontre. Il s'est tenu sous la supervision des autorités administratives
élus locaux, représentants des associations et quartiers de la Muqata'a de Tayaret. Madame Tfida Bint Mohammeden, Wali de Nouakchott Nord, a dit dans son intervention que les raisons de cette réunion s'expliquent par 2 points essentiels. Le premier est d'attirer l'attention de tous sur les grands axes qui concernent la Muqata'a de Tayaret, en réponse, dit-elle, aux doléances des habitants de cette Muqata'a. Le deuxième point est de mettre l'accent sur les recommandations qui ont été présentées aux autorités du pays. Madame Tfida Bint Mohammeden, Wali de Nouakchott Nord, a, dans ces cadres, précisé que toutes les recommandations sont en conformité avec les orientations et les politiques nationales du pays. De son côté, M. Ahmed Oulieli, maire de la commune de Tayaret, a apprécié les actions des autorités administratives de Nouakchott Nord. Elles ne cessent, dit-il, d'apporter leur soutien aux habitants de sa municipalité, tout en mettant l'accent sur l'importance du programme d'urgence et de la modernisation de la ville de Nouakchott. Pour illustrer ses propos, le maire de la commune de Tayaret, M. Ahmed Oulieli, a présenté un exposé détaillé sur les grands axes du programme d'urgence pour le développement et de la modernisation de la ville de Nouakchott, notamment en ce qui concerne la commune de Tayaret à Nouakchott Nord. Au niveau de la commune d'Arafat, on notait aujourd'hui le lancement de la première phase du projet dénommé Perspectives numériques, initié par la commune en collaboration avec l'organisation Solidarité pour un développement social. L'opération a permis l'installation d'une vingtaine d'ordinateurs dans 10 écoles primaires, permettant aux élèves de découvrir tous les programmes. Nous refermons ce journal par la wilaya du Guidi-Maka et plus précisément du siège du Conseil régional à Sélibabi qui a abrité ce mardi sa session ordinaire et dont l'ordre du jour a comporté un certain nombre de questions parmi lesquelles l'adoption du projet du budget de l'année en cours en plus du programme d'intervention du Conseil dans plusieurs secteurs tels que l'éducation, l'eau, l'appui aux familles victimes des inondations que la wilaya a connu. Le président du conseil régional du Guidi-Maka s'est exprimé sur ce dernier point. Nous l'écoutons. Nous sommes dans notre troisième session ordinaire de l'année. Et vous savez que notre région a enregistré des fortes inondations au cours du mois d'octobre. Des inondations qui ont causé des dégâts et au niveau des ménages ou des concessions, mais aussi des dégâts, surtout au niveau des cultures. Et il est venu à un moment crucial dans la mesure où le mil était arrivé à maturité et ces agriculteurs ont tout perdu. Et heureusement, notre administration qui était sur place, où le gouvernement d'une manière générale a pris les dispositions pour secourir ces populations. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces populations, nous les avons visitées. Nous, les élus du Guidi-Maka, nous les avons visités. On a visité les sites, on s'est entretenu avec les autorités. Et ce que nous avons constaté, c'est que l'aide ou la réponse du gouvernement à ces urgences a été très efficace, a été immédiate et a été transparente. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres.
Le président de la République, président de l'Union africaine, de retour à Nouakchott après avoir participé à Rio de Janeiro au 19e sommet du G20. Le président de la République, président de l'Union africaine, salue dans son discours au sommet du G20 l'adoption de l'Union africaine en tant que membre permanent du groupe. Le Premier ministre rencontre les présidents des partis de la majorité soutenant le président de la République et assure plutôt les participants à la réunion que la volonté du gouvernement est de poursuivre ce type de rencontre. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.